Merci de l'invitation. Merci à tout le monde d'être là. Je ne pensais pas qu'on serait aussi nombreux et nombreuses. C'est super le fun. Bon, je sais qu'Alexandre n'est pas d'accord avec moi, mais moi, je ne me considère pas comme un chercheur. Je me considère comme un vulgarisateur. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai essayé de mettre un certain soin d'avoir un aspect pédagogique dans le livre. Donc, je suis un petit peu en dehors de ma zone de confort ici ce matin en allant parler à des gens aux études avancées qui sont sûrement dans des recherches plus pointues que les miennes. Moi, autant comme prof de cégep que comme auteur de ce livre-là, mon objectif, c'était plus d'introduire à certains enjeux. Juste pour regarder en termes de temps, là, ce qu'on me disait, c'était peut-être jusqu'à 11h, 11h et quelques, puis ensuite la période de discussion. Souvent, j'ai tendance à faire plus rapide que ce que je m'attendais, mais en tout cas, je vais viser ça quand même. En fait, je voulais commencer par revenir sur un peu ce que Mélanie a abordé, l'idée de cette dichotomie-là entre technophilie, technophobie. Et en fait, l'objectif que j'avais dans le livre, en écrivant le livre, c'était pas tant d'être entre les deux que de faire éclater cette séparation-là. Fait que je vais commencer par expliquer ça, l'idée de l'Internet comme construction sociale. Et après ça, je vais reprendre, dans le fond, que c'est sûr que les gens qui ont déjà lu le livre, peut-être qu'il va y avoir un petit peu de redite, mais je vais reprendre un peu les trois couches que je présente au début du livre, c'est-à-dire, l'infrastructure matérielle, le code ou le logiciel et les contenus, pour voir à chacun de ces niveaux-là quels sont les enjeux, les foyers, les lieux de tension, de conflit, sur lesquels on peut faire progresser un Internet qui serait plus démocratique que ce qu'on a actuellement. Fait qu'en gros, c'est un petit peu ça le projet pour aujourd'hui. Donc, l'idée de l'Internet comme construction sociale, comme ça a été dit, moi, j'ai fait mon bac, ma maîtrise en sociologie. J'enseigne la sociologie au cégep, notamment la sociologie des médias. Donc, pour moi, c'était important d'établir des bases humaines puis les bases sociales de ce réseau-là qui est Internet, parce que depuis très longtemps, je ne dirais peut-être pas depuis les débuts d'Internet, mais en tout cas depuis très longtemps, ce qui a été plutôt dominant, c'est, on pourrait appeler ça une sorte d'idéologie du cyberespace. Fait que c'est l'idée que Internet, c'est un ailleurs, c'est quelque chose qui est au-dessus de nos têtes, un peu comme la mondialisation d'ailleurs, puis c'est des idéologies qui ont avancé un peu en même temps. La mondialisation, c'est au-dessus de nos têtes, ça s'en vient, il faut s'adapter, soit pour des bonnes raisons, c'est merveilleux, toutes nos vies vont changer pour le mieux, ou c'est la catastrophe, mais dans les deux cas, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous et qui vient s'imposer. Donc, vraiment l'idée que d'un espace qui est indépendant, puis d'ailleurs, un moment important dans la construction de cette idéologie-là, c'est la déclaration d'indépendance du cyberespace de John Perry Barlow. Donc, où vraiment, ce qui est une sorte de manifeste où il établit que le cyberespace va être un lieu dans le fond, de liberté, de création, coupé des États. Donc ça, c'est un discours qui est très présent, qui est encore très fort aujourd'hui. Et ça a été, disons, utilisé ou repris par deux discours politiques très différents. D'abord, les promoteurs d'un Internet libre. Donc, j'ai parlé de John Perry Barlow. Donc, déjà, dans l'Internet libre, c'est compliqué parce que d'un côté, il y a des gens qu'on pourrait qualifier de libertaires, donc qui voulaient un Internet d'une liberté qui n'est pas nécessairement une liberté d'affaires, une liberté capitaliste, mais en tout cas un espace où il est possible de s'organiser de façon autonome, de contester, de développer des discours alternatifs, oui, tout faire. Mais en même temps, c'est ça finalement, ça a été... c'est surtout l'Internet libertarien qui a eu le dessus, si on regarde historiquement. Donc, ce volet-là libertaire, en tout cas, je reviendrai tantôt, mais disons qu'il a été un peu instrumentalisé, si on peut dire.
Donc, c'est ça. C'est un premier discours qui a vraiment beaucoup mis l'accent sur l'idée que Internet est à l'extérieur de nos vies. Et donc, c'est un lieu qui est un peu en dehors de la législation des États, qui peut pas être contrôlé. Mais c'est tant mieux, diront les libertariens, parce que comme ça, on peut faire communauté, entre guillemets. On peut, donc finalement, la technologie puis le marché, c'est grâce à ça qu'on crée une communauté. Puis on n'a pas besoin de l'État, pas besoin de législation, pas besoin de syndicats. Tout va se faire par la technologie puis le marché. En même temps, une bonne partie du discours critique d'Internet a aussi embarqué dans le train, on va dire, de cette idée-là d'un Internet qui est à l'extérieur de nos vies. Puis ça, c'est quand même une critique sur laquelle je reviens régulièrement dans le livre. Tout ce discours critique-là de la technique avec un grand T comme une entité qui est un peu autonome, auto-reproductible, qui finalement broie notre humanité, défait les liens sociaux. Ce qui est quand même un petit peu paradoxal parce que finalement, c'est un discours qui se veut critique d'Internet, mais qui dans le fond, reconfirme cette espèce de mythe-là, comme quoi Internet est en dehors de nos vies, qu'on n'a pas de prise là-dessus. Donc, finalement, la seule alternative presque qui reste, c'est à imaginer un monde sans Internet ou à se débrancher, ou comme dirait par exemple Bernard Raymond, camarade, ferme ton poste. La seule chose qui reste à faire, c'est à fermer ton poste. Comme c'est pas quelque chose qui peut être fait, bien là, ça reste comme un peu je sais pas que ça peut pas être fait, là, mais en tout cas, disons que c'est pas évident tout de suite de faire ça dans la vie comme ça maintenant. Donc, ça reste un peu de l'ordre du fantasme, puis là, on va au chalet, puis on se dit « Ah, c'est donc le fun, la vie débranchée, puis tout ça », puis après ça, on revient, puis finalement, on n'a absolument pas avancé dans la critique parce que, c'est ça, l'alternative nous semble comme un peu inaccessible. Donc, il y a un certain nombre de problèmes avec tout ça. D'abord, je vais l'expliquer dans 2 minutes, là, ça ne correspond pas à la réalité. Internet n'est pas à l'extérieur de nos vies. Et si on veut élaborer, pousser plus loin l'idée d'un Internet qui serait plus démocratique, qu'on pourrait envisager comme un commun, par exemple, si on considère qu'Internet est à l'extérieur, qu'il est dans le cyberespace, on n'a aucune prise pour être capable de développer ça. Donc, c'est ça, juste pour revenir sur tantôt, l'idée, ce n'est pas d'être entre le techno-utopisme et le techno-pessimisme, mais de voir que souvent, dans les deux cas, on n'est pas dans une approche sociale, sociologique de Internet. Je disais, ça ne correspond pas à la réalité. Cette idée-là du cyberespace, c'est la raison pour laquelle, dans l'introduction, je voulais tout de suite... j'ai pris des exemples un peu brutaux pour casser net cette impression-là d'Internet séparé. Donc, je voulais le ramener tout de suite dans une matérialité très... brute, très réelle, en fait, très concrète, notamment comme pour le travail. Le travail qui est nécessaire pour fabriquer les ordinateurs, fabriquer les téléphones, de défaire, on parlait d'Amazon, défaire l'idée que en un clic, tu cliques, puis oups, là, le livre, tout d'un coup, il arrive dans ta boîte aux lettres, mais derrière ça, il y a des gens qui travaillent dans des entrepôts, qui font du 12-14 heures par jour à courir comme des fous. Donc, le travail qu'il y a derrière ce qui semble être quelque chose de dématérialisé ou de automatisé. Même chose pour les conséquences environnementales. Quand un terme, par exemple, c'est le discours de Silicon Valley est très idéologique. Puis ça, c'est important de ne pas tomber dans le panneau de cette idéologie-là. Donc, quand on parle d'informatique en nuage, par exemple, pour moi, je trouve que c'est tellement un exemple fort de ça. Parce que, le cloud computing, ça veut dire que les données elles flottent quelque part.
Donc, non seulement ça permet d'escamoter toutes les conséquences environnementales, des serveurs de Google qui sont installés en Finlande parce qu'on fait passer des tuyaux d'eau glaciale dans les serveurs pour être capable de mieux les refroidir. En plus, ça entretient aussi l'idée que c'est une économie qui est dématérialisée, qui est immatérielle, donc qui ne peut pas être réglementée, qui était un peu l'argument de Mélanie Joly, Justin Trudeau là, autour de Netflix. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut pas. Mais on voit que ça commence à être un peu fatigué comme argument, mais c'est encore très présent. Ce côté-là de l'idée que ça serait immatériel, autonome, autoreproductible. Là, maintenant, ça, j'en parle moins dans le livre, mais je commence à travailler plus là-dessus depuis quelques mois. Toute la question de l'intelligence artificielle, on est encore dans la même chose, la même dichotomie justement où ça va sauver le monde ou c'est la gouvernementalité algorithmique puis il n'y a plus d'agentivité humaine, on est disparu. Donc encore une fois, il y a plus d'humain, il n'y a plus de social. Je voyais il n'y a pas longtemps un article de la BBC à propos des voitures autonomes. Les voitures autonomes, au moment où on se parle, il y a des gens qui travaillent au Kenya, vous imaginez des salaires pas très attirants. Ils sont devant un écran, puis il dit, OK, ça, c'est une voiture, ça, c'est un vélo, ça, c'est un feu de circulation. Puis donc, il travaille à identifier des choses pour entraîner l'intelligence artificielle, entre guillemets, parce que c'est ça, le terme même d'intelligence artificielle, pour moi, est un peu bidon, mais en tout cas, on pourra peut-être en parler pendant la discussion. Mais bref, c'est ça, c'est important pour moi de toujours ramener le côté matériel derrière ça. Mais l'aspect construction sociale ne vaut pas seulement pour les bases physiques ou matérielles d'Internet, même les espaces numériques qu'on développe, les règles qui sont établies, qu'est-ce qui est permis par le code, quel type d'échange, quel type de communication va avoir lieu dans un espace. Ça aussi, c'est social. Ça non plus, même si c'est un espace qui est en partie détaché de l'interaction qu'on peut avoir dans le monde physique, reste que les règles sont faites aussi par des humains avec des valeurs, avec une certaine vision du monde. Donc là aussi, ça reste quelque chose qui est ancré dans le social. Comment cet espace-là va être construit? Quel va être le code, puis à la limite, même l'absence de règles, pour revenir à tantôt, on peut tout faire, même l'absence de règles est une règle. Parce que, il y a des gens qui vont dire, là, maintenant, les médias sociaux, c'est de plus en plus contrôlé, tout ça. Donc, il faudrait revenir à un média social vraiment libre, que là, il n'y a rien, aucun contrôle. Mais l'absence de règles est une règle en soi, parce que si tout est permis sur un espace, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on appelle du doxing. On peut révéler l'adresse, les informations personnelles de personnes qu'on n'aime pas. On peut faire des menaces de mort. On peut faire toutes sortes de choses qui nuisent à la liberté de certaines personnes. Donc, on voit qu'on ne s'en sort pas si on dit « Ah, il n'y a pas de règles, puis on fait ce qu'on veut ». Il y a des règles, elles sont là, donc il faut idéalement en discuter puis essayer de voir lesquelles sont préférables. Dire qu'Internet est une construction sociale ou que la technologie est une construction sociale, c'est pas une forme de volontarisme. Ça ne veut pas dire que une institution, une technologie n'a pas une vie propre. Une institution peut se développer, elle peut précéder les individus, elle peut leur succéder quand ils meurent. Donc, l'institution peut avoir une certaine forme d'autonomie, mais elle n'est pas complètement détachée. Donc, la technologie, elle est déterminante, elle peut changer nos façons de vivre, mais elle est aussi déterminée. Puis le défi, je pense, dans l'analyse, c'est d'être capable de saisir ces deux mouvements-là à la fois. Comment la technologie nous détermine, mais qu'elle est aussi déterminée en retour.
je vous annonçais tantôt l'idée de la séparation d'Internet en 3 grandes couches. Vous m'arrêtez si jamais vous voulez, je ne l'ai pas dit tantôt, là, mais si vous voulez intervenir, préciser, même si il y aura une période de discussion plus de fond après, là, si vous avez besoin de petites clarifications, vous m'arrêtez. Donc, je suppose que ça va bien, si personne ne dit rien. Donc, c'est ça, de séparer Internet en 3 couches, encore là, pour le rendre un petit peu plus palpable que simplement en disant, c'est, à une autre époque, on disait l'autoroute de l'information, tout ça, ou le virtuel. Bon, j'ai choisi 3 couches parce que c'était plus simple. Tim Berners-Lee, qui est l'inventeur du World Wide Web, a quelque chose de plus complexe que ça. Je pense que c'est 7. Mais j'aime bien celle-là justement parce qu'elle est quand même pédagogique. Donc, l'idée que d'abord, l'Internet, c'est une certaine infrastructure physique. C'est des câbles, c'est de la fibre optique. Pendant un bout de temps, c'était des câbles téléphoniques. C'est aussi des tours qui vont pour les ondes cellulaires. C'est des ordinateurs, c'est des téléphones. Des modems, des routeurs. Donc, il y a une infrastructure physique sur laquelle l'information va circuler. On y va un peu comme on commence par le bas, puis on va en montant finalement. Donc, la deuxième couche, c'est le code, c'est le logiciel. Donc, il faut des mécanismes, des règles qui vont guider comment cette information-là va circuler, comment elle va être analysée, comment elle va être structurée. Donc, le code, le logiciel, c'est la deuxième couche. Et la troisième, c'est le contenu. Donc, en surface, finalement, ce qui est le plus visible, c'est le texte, le son, la vidéo qui va circuler sur ce réseau-là. Comme j'ai mentionné, pour moi, c'est une séparation qui peut être utile pour repenser Internet de façon assez générale. Dans le fond, ce que je vous amène là, c'est un peu un exercice d'imagination politique, c'est-à-dire à quoi pourrait ressembler un Internet qui serait plus démocratique, qui serait libre, mais en même temps pas simplement libre au sens de libertarien, comme je le mentionnais tantôt, dans lequel il y a un espace de liberté, mais qui en même temps, qui est une liberté commune aussi, il y a quelque chose de collectif aussi là-dedans. L'idée du livre, dans le fond, c'était un peu en quelque sorte, là, c'est de reprendre le flambeau, cet idéal-là d'un Internet libertaire, mais je dirais peut-être pas en le dépoussiérant, là, mais en tout cas en essayant d'éviter les écueils dans lesquels une certaine utopie libertaire d'Internet, d'éviter certains écueils dans lesquels c'est tombé. Donc, c'était un peu de reprendre un certain esprit hacker, donc l'idée d'avoir une machine qu'on peut modifier, qu'on peut contrôler, mais d'essayer de reprendre disons, sa version la plus généreuse, la plus intéressante, parce qu'une bonne partie de l'idéal hacker, c'est quand même, non seulement il y a une liberté individuelle, il y a une articulation qui pour moi est assez inspirante entre la liberté individuelle, mais aussi une certaine notion de la collectivité. Donc, il y a des notions de partage, de collaboration, d'ouverture, qui sont très centrales dans cet idéal-là. Mais c'est une pratique ou une pensée qui a aussi un certain nombre de limites. D'abord, qui n'est pas toujours articulée de façon très politique. Il y a une éthique hacker, mais ce n'est pas nécessairement des gens qui sont politisés dans le sens plus classique du terme. Et aussi les hackers, moins maintenant, mais pendant longtemps, les hackers ont été très peu décentrés, c'est-à-dire ont très peu une capacité à s'observer eux-mêmes, qui ils sont, d'où ils viennent. Ça va souvent être une communauté qui est finalement très homogène, donc masculine,
blanche, je crois que ça peut être assez réparti dans le monde, très scolarisée évidemment, et avec une sorte d'idéal un peu méritocratique, là, de dire ben, quand on veut, on peut, puis c'est que le meilleur gagne, puis celui qui a le meilleur code gagne, et puis bon. Et là, il y a toutes sortes de limites là-dedans aussi qu'il faut être capable de dépasser. Donc, c'est ça. C'était un peu l'objectif du livre. C'est un peu aussi bon, ce que je vais vous amener aussi aujourd'hui. Comment concevoir cet Internet démocratique-là en reprenant certains aspects, en essayant d'en renouveler d'autres. Alors, si on commence avec la première couche, qui est le câble. Pour le résumer, je prenais 3C, là, le câble, le code, le contenu. Donc, l'infrastructure physique, le câble, premier enjeu qui me semble particulièrement central, vraiment, ça ne peut pas être plus central que ça, c'est assez constitutif de la richesse d'Internet, c'est la neutralité d'Internet. Donc, en tout cas, on me disait que vous avez lu le livre, tout ça, je ne sais pas s'il faut que à quel point il faut que j'explique ce que c'est que la notion de neutralité d'Internet, je ne sais pas, mais en tout cas, je peux l'expliquer un petit peu. L'idée, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas une autorité centrale qui va déterminer si un certain type de contenu va passer plus rapidement ou plus lentement ou même va être carrément bloqué. Donc, c'est l'idée que finalement, ce réseau-là de communication, les émetteurs peuvent être à n'importe quel endroit, envoyer un message à un récepteur et que finalement, il n'y a pas d'interférence qui est posée par une autorité centrale. Donc, cette neutralité d'Internet-là, c'est la base de son caractère décentralisé. C'est comme un peu une sorte de présomption d'égalité dans la participation. C'est-à-dire que tout le monde, si on prend, mettons, pour les sites web, là, le site web de la ruelle verte dans en arrière de telle rue du quartier Rosemont peut être accédé aussi rapidement que le site de CNN et tout ça. Donc, il n'y a pas de... Ben c'est ça. Ben, si on regarde les menaces à la neutralité d'Internet, particulièrement aux États-Unis, on a un bon exemple de c'est quoi le contraire de la neutralité. Le contraire de la neutralité, c'est dans le fond, la plupart des médias de masse, comme on les a connus avant ça. Si on prend, par exemple, la câblo-distribution, les industries culturelles, donc il y a des organisations, dans ce cas-là, qui sont des organisations économiques qui peuvent privilégier certains types de production et qui en choisissent certains, qui en barrent d'autres. C'est sûr que la neutralité peut aussi être entravée par des gouvernements. Donc, par exemple, l'Internet chinois, on va dire, c'est un Internet assez clairement non neutre, mais là, c'est beaucoup plus par une intervention étatique que des sites, des mots peuvent être bloqués, qu'on peut couper certains passages dans une discussion, etc., etc. Mais en Amérique du Nord, la menace à la neutralité d'Internet vient surtout, c'est ça, des industries culturelles, des câblo-distributeurs, puis en fait, j'en parle comme deux choses différentes, mais c'est souvent la fameuse convergence ou c'était la synergie que notre grand ami Pierre-Carl Péladeau utilisait comme expression. Bien, souvent, c'est les mêmes entreprises. Donc, aux États-Unis, bon, vous avez Comcast, vous avez Verizon. Comcast, par exemple, qui est un des grands fournisseurs d'accès Internet, mais qui en même temps possède, je pense, je n'ai pas tout vérifié, mais possède, je pense, MSNBC, possède Universal. En tout cas, il possède de la production de cinéma, des stations de télé. Donc, eux disent, en fait, leur idée, c'est très
logique dans leur perspective. Ils possèdent une bonne partie de ce qui permet d'accéder à Internet. Ils possèdent aussi des producteurs, des maisons de production de contenu. Et qui se disent, bien, pourquoi on n'utiliserait pas ça pour privilégier notre propre contenu et pour, par exemple, demander des frais aux entreprises qui voudraient avoir accès à la voie rapide, donc qui se placent comme une sorte de middleman, si on veut, là, qui se mettent vraiment. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt, il n'y a pas d'autorité centrale. Bien là, à ce moment-là, eux veulent se placer en autorité centrale pour déterminer ce qui passe. C'est de ramener le modèle du câble, en fait. C'est vraiment de dire, il y a plusieurs... il y a plusieurs forfaits qui peuvent être possibles. Vous pouvez, quand le câble, c'est ça, là, si vous avez le forfait pas trop cher, ou vous avez accès à telle chose, vous avez le forfait un petit peu plus cher, vous avez accès à telle chose. Donc, on pourrait, si on se projette dans le temps, là, dans la dystopie, on pourrait imaginer qu'éventuellement, il y aurait plusieurs forfaits d'accès Internet qui seraient offerts par, si on prend, mettons, Vidéotron, qui est possédé par Québécois. On va ramener ça sur le terrain québécois. Donc, Vidéotron qui est possédé par Québécois. Bien, Québécois dirait, vous avez l'accès à Internet pas cher, puis en plus avec votre téléphone, là, super forfait. Internet pas cher. Vous avez Spotify, Netflix, Facebook, tu sais, les trucs là que, bon, tu dis, ah, moi, j'ai ma base, puis je suis content. Puis, après ça, le site de la Ruelle Verte en question, là, lui est rendu dans le forfait de luxe. Bon, ça vient complètement casser ce qui était le projet de départ de quelque chose qui est décentralisé. Puis je répète qu'il y a une sorte de présomption d'égalité dans la participation où des fois on va dire que l'intelligence se situe à la périphérie et non pas au centre. Donc, autrement dit que c'est dans la multitude, on va dire qu'on retrouve la participation la plus intéressante. Une réponse, c'est sûr que les réponses possibles à la neutralité d'Internet, ça peut être ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire qu'en ce moment, au Canada, par exemple, c'est le CRTC qui est, on va dire, le gardien de la neutralité d'Internet. Jusqu'à maintenant, le bateau ne prend pas l'eau, ça tient, mais en même temps, les décisions de la FCC aux États-Unis, qui est l'équivalent du CRTC, peuvent éventuellement changer la donne. Un gouvernement conservateur serait probablement plus enclin à s'attaquer à la neutralité d'Internet aussi. Donc, ça reste quelque chose qui est encore très fragile. Une autre réponse à ces menaces-là contre la neutralité que j'amène aussi dans le livre, pour moi, est quand même plus ambitieuse, plus risquée aussi peut-être, mais c'est de voir cette infrastructure physique-là comme un bien collectif. Puis, comme vous avez parlé de l'eau publique, on pourrait dire la même chose comme le réseau hydroélectrique, tout ça. Donc, que finalement, d'envisager Internet comme un service d'utilité publique. De toute façon, une large partie de l'infrastructure est payée par des fonds publics. Pas entièrement. Et bon, M. PKP a raison de dire quand même qu'il y a des coûts importants qui sont assumés par ces entreprises-là, mais il y a une grosse partie qui est payée de toute façon par des fonds publics. Et moi, je verrais ça non pas comme une fin en soi, mais comme le début de quelque chose, comme le début d'une appropriation ou réappropriation collective d'Internet. Et pour moi, ça serait extrêmement important de le voir différemment qu'une nationalisation classique ou une étatisation, parce qu'à la différence de l'eau, par exemple, on parle de l'infrastructure, ce qui est maintenant l'infrastructure de communication de base de la société. Donc, de laisser ça entre les mains de gouvernement ou d'une minorité dont on conteste déjà beaucoup de décisions et de leur caractère démocratique, mais si on laisse ça entre les mains de l'État ou du gouvernement comme tel, ça me semble quand même assez dangereux. Donc là, pour moi, il y a un chantier intéressant à développer. Comme je dis, là, on est dans la prospective, c'est quand même, c'est pas demain la veille, là, mais de voir comment
Internet cette infrastructure physique-là, en tout cas, pourrait être gérée collectivement. De manière commune, de manière démocratique. Donc, aller au-delà du CRTC, au-delà de, par exemple, le BAP sur les questions environnementales, mais d'essayer de voir comment on pourrait avoir un groupe de personnes qui pourraient être des chercheurs, évidemment, des informaticiens, des gens qui travaillent auprès de ce réseau-là, des citoyens, des citoyennes qui seraient qui pourrait avoir, je ne sais pas moi, être élu avec des mandats, un mandat de 5 ans, puis après c'est fini, puis qui mènerait des consultations régulièrement, qui mènerait des réflexions pour vraiment inviter la population à rester au fait, puis il y a toutes sortes d'enjeux, c'est pour ça que j'ai fait le livre, il y a toutes sortes d'enjeux qui doivent être débattus, qui doivent être abordés autour d'Internet, bien, d'avoir cet espace-là de discussion, de consultation, puis éventuellement qui pourrait, je ne sais pas, peut-être faire des recommandations à l'Assemblée nationale. En tout cas, bref, il y a tout un chantier de réflexion là qui, moi, me semble quand même assez important. C'est sûr aussi que l'idée de la collectivisation de l'infrastructure, il y a des enjeux aussi d'accessibilité de l'Internet, notamment dans des régions plus éloignées, même dans des communautés autochtones. L'accès Internet, parfois, est quand même très, 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 bon, sans parler d'autres choses. Mais l'accessibilité de l'infrastructure, l'IRIS, par exemple, a fait des recherches qui vont un peu dans ce sens-là, mais leur argumentaire est plus développé sur ces bases-là, sur la question d'avoir un Internet qui est accessible, parce que dans certains secteurs du Québec, c'est pratiquement un monopole un monopole privé là, en termes d'accessibilité à Internet. Ça, c'était pour la base physique comme telle. Ensuite, si on monte d'un étage, qu'on arrive à la question du code, à la question du logiciel, dans ses origines, l'aspect de l'ouverture du code, du logiciel libre, a été très important dans la formation d'Internet. Les serveurs qui sont utilisés souvent fonctionnent avec du logiciel libre. Plusieurs sites web que des gens vont fonder eux-mêmes vont être faits, par exemple, avec WordPress, qui fonctionne aussi sur de l'open source. Donc, l'idée d'avoir accès au code, même si la grande majorité des citoyens n'y comprennent rien, reste que d'avoir accès au code, c'est garant d'un certain contrôle démocratique sur des logiciels qui sont quand même extrêmement importants dans la vie de tous les jours. Et la grosse bataille à ce niveau-là, c'est qu'en ce moment, on a quelques firmes qui se sont placées à des endroits centraux d'Internet et qui sont en rupture complète avec non seulement le principe d'ouverture du code dont je viens de parler, mais le principe de l'interopérabilité, l'idée que les systèmes doivent pouvoir se parler les uns aux autres, doivent utiliser des standards qui leur permettent de communiquer entre eux. Je vais vous donner un exemple concret pour que ce soit plus clair. Le courriel, une adresse courriel. Si j'ai une adresse Hotmail, quelqu'un a une adresse Gmail, quelqu'un a une adresse UQAM, ce sont des systèmes différents, mais qui sont capables de se parler. Assez simplement d'ailleurs. Il y a des standards communs qui ont été établis qui font que ces systèmes-là se parlent. Ce qui veut dire que je peux aussi, moi, créer... moi, j'ai un ami informaticien que son adresse email, c'est son adresse de son ordi chez eux. Là. Donc, ça veut dire que c'est possible, on est aussi dans l'esprit de la décentralisation, que c'est possible de créer... C'est garant d'une certaine diversité aussi. Alors que, donc, quand on arrive à Google, Facebook, tout ça, là, Facebook, c'est le meilleur exemple, là, où Tim Berners-Lee va appeler ça des jardins fermés. C'est un espace dans lequel il faut être à l'intérieur des murs pour pouvoir en profiter pleinement. Si j'utilise... si je veux rejoindre quelqu'un par Messenger... Donc, sur Facebook, il faut que la personne ait un compte Facebook pour que je sois capable de lui écrire sur Messenger. Et ça, c'est un enjeu vraiment important parce qu'encore une fois, on vient comme casser
cette idée de décentralisation-là. Puis là, c'est des courses au monopole, finalement. Donc, et donc, qui viennent avoir une puissance économique, une puissance politique. Ça veut dire que en Syrie ou en Turquie, des pages Facebook que les gens ont créées pour militer, pour avoir davantage de démocratie, ben le régime peut lâcher les loups, là, dire à sa gang, aller signaler la page à Facebook en disant qu'elle fait la promotion du terrorisme ou de désinformation ou je sais pas trop quoi. Puis là, on est complètement dans la boîte noire. Il y a un arbitrage qui est fait quelque part, puis on est pouf, la page disparaît. Toute la base militante qui s'était cultivée là se retrouve complètement volatilisée. Donc, cette position-là de monopole donne un pouvoir politique immense à des entreprises comme celle-là. Où on pourrait dire, bon, par exemple, Google, qui est un peu moins fermé que Facebook, mais en tout cas, le monopole de Google fait que des changements dans l'algorithme pour les recherches, par exemple, ben, peuvent avoir des effets considérables. Notamment, je parlais un petit peu de désinformation, mais quand on se met à dire « Ah, là, il y a les fausses nouvelles et tout ça, il faut que les géants du numérique fassent quelque chose pour moins promouvoir ça », bien là, à ce moment-là, on donne l'autorité à une entreprise comme Google, par exemple, de faire certains choix, de faire des modifications dans son algorithme pour favoriser certains sites plutôt que certains autres qui sont considérés plus crédibles et tout ça. Puis, il est possible que dans l'eau, il y ait des sites de médias alternatifs, indépendants, comme, mettons, Ababar, par exemple, je prends un exemple au hasard, je ne dis pas que ça nous est arrivé, là, mais on pourrait se retrouver dans le lot d'être pénalisé, encore une fois, par une entreprise qu'on a très, très, très peu de prises, très difficile de faire rendre des comptes à ces entreprises-là. Donc, il y a une question de transparence des algorithmes qui est ici importante. Et même, on pourrait même aller plus loin que peut-être que dans certains cas, on n'a pas besoin d'algorithme parce que l'algorithme est là pour dire « Je fais des choix à votre place, je vous donne quelque chose de personnalisé pour que vous ayez la meilleure expérience possible. » Mais c'est pas nécessairement ce qu'on veut. On veut peut-être vouloir établir nos propres critères sur qu'est-ce qu'on veut qui se retrouve au sommet ou pas. Donc, la transparence des algorithmes et même questionner leur utilité dans certains cas. Et l'interopérabilité. Donc, une façon de briser ces monopoles-là, ça peut être, bon, des bris de monopole plus classiques. Ça peut être séparé par pays. Ça peut être séparé par secteur d'activité. Google, c'est une entreprise, en fait, c'est même pas Google, c'est Alphabet, son vrai nom, mais c'est une entreprise avec des activités hallucinantes. Je mentionnais les voitures autonomes tantôt, le courriel, plein de gens sont sur Gmail, les moteurs de recherche, les cartes, les lunettes, les montres, les téléphones. Bon, amenez-en, là, il y en a. Donc, ça peut être brisé par pays, ça peut être brisé par secteur d'activité, mais ça peut aussi être en ramenant une certaine interopérabilité, c'est-à-dire en forçant, là je pense surtout à Facebook, mais en forçant ces entreprises-là à interagir avec les autres. Parce que souvent, l'année passée, j'ai fait un cours à UPOP Montréal, il y avait 5 séances, puis presque à chaque séance, il y avait des gens qui disaient « Ah, mais avez-vous entendu parler de Mastodon? Ah, c'est une alternative. Avez-vous entendu parler de telle alternative? » C'est génial, les alternatives, sauf que on y va pendant quelques mois, puis à un moment donné, on se rend compte qu'on est comme quelques personnes, puis finalement, le 3/4 ou le 9/10 des personnes qu'on connaît ne sont pas là. Puis on se dit, bon, ben, je vais retourner sur Facebook. Donc, mais ça, c'est à cause du monopole. Donc, si on force ces entreprises-là à interagir avec d'autres plateformes, là, à ce moment-là, ces alternatives-là ont une chance raisonnable d'exister et de percer. Et là, ben c'est là, une fois qu'on a cet espace-là pour expérimenter, là, il y a une autre bataille intéressante qui peut se faire, qui est la question en tout cas, qui, moi, me semble intéressante, les plateformes coopératives. Donc, c'est des plateformes qui sont menées. Donc, mon rêve, c'est absolument pas d'avoir un Facebook public. Autant, tantôt, je parlais de l'infrastructure physique qui pourrait être publique.
Il y a des gens aux États-Unis qui disent que Facebook est devenu tellement central, tellement monopolistique qu'on devrait faire comme Bell et AT&T il y a 100 ans, de dire, ben OK, vous êtes une entreprise privée, mais on considère que vous êtes d'utilité publique, donc vous allez vous plier à certaines règles. Il y a des gens qui disent qu'on devrait faire la même chose avec Facebook, on devrait comme vraiment arriver avec la législation, là, puis dire, bon, ben à partir de maintenant, là, on arrête de niaiser, là, puis c'est nous qui allons décider. En tout cas, on va mettre un certain nombre de paramètres. Moi, ça me semble pas intéressant parce que ça vient casser le... En tout cas, Facebook, c'est loin d'être le nec plus ultra en matière d'interaction sur Internet. Il y a toutes sortes d'autres choses qui peuvent être expérimentées. Fait que de dire, on est arrivé au bout de la ligne en disant, oui, Facebook, maintenant, c'est utilité publique, ça me semble pas une très bonne idée. Mais c'est ça. Donc, les plateformes coopératives, pour moi, sont beaucoup plus intéressantes. Là, il y en a moins question dernièrement, mais Twitter, c'est une plateforme qui est quand même, qui a de la difficulté à faire des profits, ce qui, pour moi, est bon signe, parce que ça veut dire que, en tout cas, ils font peut-être moins de... Sans dire que Twitter est bon, là, mais qu'il y ait plus de difficulté à faire de l'argent. C'est peut-être parce qu'ils ont fait des choix qui les rendent un peu moins voraces. Mais étant donné qu'ils avaient de la difficulté à faire de l'argent, il y a des gens qui disaient, bien, si elle est pour faire faillite, on devrait comme la reprendre la chose, puis en faire une sorte de coopérative, ce qui est un défi complètement hallucinant. Là, comment faire une coopérative avec une plateforme avec des centaines de millions de personnes qui l'utilisent. Mais ça ouvre quelque chose d'intéressant, notamment une discussion sur les règles qui doivent déterminer comment nos espaces numériques fonctionnent. Puis tantôt, je parlais de la liberté, puis l'idée que, bon, même l'absence de règles est une règle. Ça aussi, c'est des... Puis moi, j'ai peu de réponses. J'ai plus de questions que des réponses à offrir à ce niveau-là. Mais comment concilier l'aspect de participatif, l'aspect d'une grande liberté dans l'intervention publique, dans la publication, tout en préservant les gens contre le harcèlement, contre les menaces, contre la haine. Comment créer des plateformes qui donnent, ce qui est quand même un des aspects les plus intéressants des médias sociaux, qui donne un espace pour des voix qui auparavant étaient marginalisées. Ça peut être personnes racisées, LGBT, femmes, des positions politiques aussi qui sont plus marginales. Comment avoir un espace qui permet, qui facilite l'expression pour ces voix-là, tout en essayant de limiter la possibilité de faire taire ces voix-là par des attaques massives et tout ça. Puis on sait qu'il y a des personnes qui... là, j'ai juste l'exemple de Judith Lucier qui, à un moment donné, avait dit « Bon, moi, je débarque là, parce que je suis plus capable. » Puis bon, il y en aurait d'autres qu'on pourrait trouver. Mais encore là, comme je disais, là, pour moi, c'est plus une question qu'une réponse. Mais dans la mesure où on aurait des plateformes qui seraient plus démocratiques, c'est sûr que ça serait une question assez importante et pas facile à régler. Troisième niveau, la troisième couche, c'est la question du contenu. Plusieurs aspects différents à ce niveau-là. D'abord, il y a toute la question des communs de la connaissance, des communs de la culture. Là, il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait depuis peut-être le début des années 2000, on va dire, si on pense aux licences Creative Commons, si on pense à Wikipédia, qui, à ma connaissance, qui est encore dans le top 10 des sites les plus consultés dans le monde, qui est quand même un remarquable accomplissement, malgré ses imperfections, évidemment, là, mais d'avoir un lieu qui est gratuit, qui est basé sur la contribution de tous et chacune et qui a une somme de connaissances, non seulement sur l'histoire de la révolution industrielle, mais sur les albums de Britney Spears, là, qu'on a tout ça dans un même site. C'est quand même assez merveilleux. Mais cette construction-là de commun de la connaissance, ça reste assez fragile et menacé. Si on prend, par exemple, Spotify, Netflix, là aussi, c'est comme si on est en train de reculer, de revenir à
dans une consommation de la culture et non pas dans une intervention, dans la construction de quelque chose, dans la possibilité de critiquer, de parodier, de remixer. On est vraiment comme replacé dans une certaine passivité. Donc, comment développer ça? C'est comme un là de la connaissance puis de la culture. Le nerf de la guerre, à mon avis, sur cette question-là, c'est le financement. C'est comment s'assurer que les contributions des gens peuvent être financées. Ça vaut aussi pour le journaliste, d'ailleurs. C'est quelque chose qui est de plus en plus discuté, les difficultés du journalisme. Comment est-ce que tout ça va être financé? Ça, c'est un des points sur lesquels, quand je disais tantôt que l'idéal libertaire, il y avait des points aveugles, il y avait des angles morts, il y avait des faiblesses. Ça, pour moi, c'est un aspect important parce qu'il y avait beaucoup l'idée que, dans le fond, maintenant, tout est bénévole et puis les gens contribuent et puis ils postent et puis c'est merveilleux. Puis finalement, c'est comme si on n'a plus besoin de payer les artistes parce que tout le monde est artiste. On n'a plus besoin de payer les journalistes parce que tout le monde est journaliste. Ça, en tout cas, j'ose croire qu'on est un peu revenu de cette idée-là, notamment grâce à un super bon livre que je vous recommande, qui est le livre d'Astra Taylor, démocratie.com, qui rentre à la scie mécanique dans cette utopie-là. Ce qui ne veut pas dire que la participation comme telle n'est pas intéressante et ne doit pas être encouragée, mais c'est juste qu'il faut tenir en compte, il faut penser au financement derrière ça. Dans le fond, c'est simplement de regarder où est l'argent en ce moment, qui profite de la culture actuellement, qui profite du journalisme. Ça ne me semble pas particulièrement compliqué. Il y a les fournisseurs d'accès Internet dont je parlais tantôt qui sont très profitables. Donc, Bell Vidéotron, par exemple, ici au Québec. Il y a évidemment les géants du numérique, c'est certain, qui font énormément d'argent avec toute cette circulation-là. Il y a les producteurs d'objets physiques comme tels, parce que c'est ça, on va dire, maintenant les gens veulent juste du gratuit. Ils ne veulent plus payer pour le journalisme, ils ne veulent plus payer pour la culture. Mais je veux dire, il y a plein de gens ici qui ont leur ordinateur ouvert, vous avez le téléphone, vous avez votre accès Internet. Ça, c'est payé pour la culture, ça, c'est payé pour le journalisme, parce que c'est entre autres pour ça qu'on utilise tous ces bidules-là, c'est parce qu'on veut justement avoir accès à ces choses-là. Donc, les gens payent, par d'autres moyens peut-être, ne payent pas en ayant l'objet physique nécessairement, le journal, le CD, tout ça, mais les gens payent. Donc, où est l'argent? Il est à je pense, ces trois endroits-là que j'ai identifiés, fournisseurs d'accès Internet, les GAFA et les producteurs d'objets comme Apple, Samsung, etc., etc. Donc, en allant chercher cet argent-là, puis là aussi, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a toutes les questions des paradis fiscaux, il y a, on peut parler de taxes, d'impôts, mais en tout cas, il y a beaucoup d'argent là. Puis, si on finance après ça la culture, le journalisme, puis là aussi, il faut déterminer les critères, il y a toutes sortes de questions à se poser, mais dans la mesure où on est capable d'établir des bons critères, à ce moment-là, on n'a plus besoin de criminaliser le piratage, plus besoin d'installer des contrôles, des paywalls, tout ça. On peut revenir à quelque chose qui circule de façon beaucoup plus fluide. Les communs de la connaissance, ça doit aussi comprendre les données, les données qu'on produit de toutes sortes de manières, qu'on produit en faisant des recherches, qu'on produit en faisant des publications sur Facebook, même en cliquant j'aime, en commentant. On envoie des signaux, on produit des données. Les données, c'est avec les téléphones aussi la situation actuelle, on est dans un pillage généralisé des données. Il y a les ententes. Là aussi, on est dans l'idéologie. Il y a une sorte d'entente un peu libérale. Là, vous avez un contrat. Là, vous avez un texte qui est interminable. Parfois, qui est écrit en majuscules parce qu'on sait que les majuscules, c'est plus fatigant pour l'œil, c'est plus long. Fait que passe, ah ouais, accepté. Donc, ça c'est considéré comme du consentement.
à ce que finalement nos données soient siphonnées. Bon, je parlais des téléphones, ça peut être nos déplacements. Il y avait eu une très bonne chronique de Fabien Lezac à La Sphère, qui est sociologue, mais qui est par ailleurs publicitaire. Donc, il y avait, disons, les deux portes d'entrée là, pour bien comprendre la chose, qui disait que même les publicités, parce que des fois, encore une fois, on pense données, on pense numérique, virtuel, mais même les publicités, mettons, sur les abribus ou qui sont dans la rue, on va... Dans le fond, c'est qu'il y a des data brokers, il y a des gens qui accumulent toutes ces données-là, qui peuvent dire à des publicitaires ou à des gens qui veulent annoncer, moi, je suis, je sais pas moi, telle firme de voyage, machin, et je cherche une clientèle entre 30 à 50 ans, de telle tranche de revenus et tout ça. Ben, ces data brokers-là peuvent dire, ben, tu devrais mettre ta pub sur tel coin de rue parce qu'ils passent pas mal là, ou ils vont à tel resto, tout ça, puis en sortant. Donc, ça, c'est toutes des données qu'on fournit sans même vraiment le réaliser. Donc ça, c'est aussi un chantier qui est absolument gigantesque, de revoir complètement cet écosystème-là, parce que c'est ça, l'idée du consentement, pour moi, c'est absolument zéro. Dans l'état actuel, c'est un consentement qui vaut absolument rien. Certains vont amener l'idée qu'on devrait être payé pour les données qu'on fournit. C'est presque pire parce que là, ça donne l'impression, finalement, c'est plus gratuit, finalement, j'ai de l'argent. Je sais pas, là, vous allez recevoir un chèque de 4 piastres et 23 à un moment donné dans l'année. On dit, bon, ben voilà, ça c'est pour les données que vous avez produites. Puis finalement, on est exactement dans la même situation. Donc, d'envisager au contraire ces données-là comme un commun, comme je dis, ça veut dire qu'on fait table rase là, quasiment, là, parce que c'est de dire qu'est-ce qu'on veut partager comme données, pourquoi, quel genre d'accès on va avoir avec ça, comment notre vie privée est protégée, est-ce que la gestion de ça, est-ce qu'elle est publique, est-ce qu'elle est encore une fois coopérative? Si elle est privée, quel genre d'obligations on donne à ces entreprises-là. Fait que là, parce que c'est pas de dire que ces données-là sont inutiles. Il y a plusieurs choses qui peuvent être extrêmement intéressantes, notamment pour les déplacements, pour le transport, savoir où il y a du trafic avec Google Maps, tout ça, ça peut être quand même extrêmement utile. Mais c'est ça, dans quelles conditions est-ce qu'on veut que tout ça soit fait? J'ai nommé la question de la protection de la vie privée. Là c'est ça, c'est ici que ces enjeux-là embarquent. Il y a toute la question du droit à l'anonymat, du droit à l'encryption qui doit être protégé. Droit à l'anonymat, souvent, il y a une perception de sens commun à l'effet que s'il y a de l'anonymat, ça favorise le harcèlement, ce qui tend à être démenti par plusieurs recherches. Au contraire, même que l'anonymat peut être utile pour des personnes qui appartiennent à des catégories marginalisées, que ce soit, mettons, des personnes trans, par exemple, ou pas nécessairement l'anonymat ou le pseudonymat, de pouvoir être identifié sous un autre nom, donc de pouvoir développer des identités alternatives, d'être sans papier aussi, par exemple. Donc là, il y a quelque chose aussi à défendre. L'idée de la destruction des données aussi, pourquoi des données seraient stockées aussi longtemps. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, entre autres pour des questions environnementales, parce que c'est encore là, ils ne sont pas dans le nuage, ils sont stockés quelque part, ces données-là, mais aussi pour des raisons de protection de la vie privée. Et dernier aspect par rapport au contenu, donc aux échanges comme tels, qui me semble important, c'est la question de l'éducation aux médias. Donc, c'est sûr que tous ces enjeux-là supposent un certain développement d'une littératie numérique. Le livre se voulait une contribution dans ce sens-là. Développement de la littératie tout court, ça, on a tendance aussi à l'oublier que selon les enquêtes, 49, 51, 52% de la population du Québec est analphabète fonctionnel ou analphabète tout court. Donc, analphabète fonctionnel, on est correct pour aller dans la rue, faire son épicerie, mais lire un éditorial de la presse, c'est pas possible. Donc, ne serait-ce que ça, la littératie tout court.
Mais aussi la littératie numérique, l'accessibilité d'Internet, c'est pas seulement l'idée d'avoir la connexion comme telle qui arrive chez soi, mais c'est aussi en termes de compétences. Ça aussi, c'est pas si évident que ça, c'est-à-dire qui va faire cette éducation-là, sur quelle base, qu'est-ce que ça va inclure. Moi, par exemple, ça me semble assez important que ça soit non seulement la communication numérique, mais l'éducation aussi sur les médias traditionnels, parce que le succès d'Internet et des médias sociaux, ça, en général, les journalistes établis n'aiment pas ça, se faire dire ça, mais le succès de ces médias sociaux-là repose en bonne partie sur les failles des médias traditionnels. Puis donc, là aussi, il y a une lutte importante qui est même, dans un sens, en cours en ce moment, parce que là, depuis l'élection de Trump, le Brexit, tout ça, c'est un peu... en tout cas, ça aussi, on pourra en discuter plus tard, mais en tout cas, moi, je considère que c'est un petit peu la panique morale là, sur les fausses nouvelles. Et là, il y a, je sais pas moi, la FPJQ, par exemple, qui développe des cours dans les écoles. J'ai vu récemment une présentation, en fait, je l'ai vu retransmis, là, mais c'était à la Grande Bibliothèque, où il y avait, je me souviens plus de son nom, mais en tout cas, il y avait quelqu'un qui présentait le petit cours qui était fait à l'endroit des élèves pour... je pense que ça s'appelle 30 secondes avant d'y croire ou un truc comme ça. C'est de dire, avant de partager tout ça, regardez. Puis là, il y avait son diaporama. Puis là, puis bon, regardez les sources, puis faites attention aux sources. Puis là, tu as le diaporama, puis là, tu as toutes les Radio-Canada, TVA, le Journal de Montréal. Le Journal de Montréal était vraiment dans le truc. OK, fait que quand ça, il y a comme un saut, là. Si c'est Journal de Montréal, là, c'est correct. Là, bon. Moi, j'ai des gros problèmes avec ça, mais donc, au-delà de ma réaction plus émotive, là, c'est comment on monte, puis dans quel contexte aussi. Est-ce que c'est juste, tu sais, là, je parlais des écoles, est-ce que c'est juste pour les jeunes? Récemment, cette semaine, il y avait une enquête qui disait que, dans l'enquête qu'ils avaient fait, les personnes, je me souviens plus de l'âge exact, mais en tout cas, les personnes d'environ 65 ans partageaient 7 fois plus de fausses nouvelles que les 18-30 ans, là, à peu près. Là. Je vous dis ça un peu de mémoire. Donc, pourquoi est-ce qu'on se limiterait seulement aux jeunes? Puis, bon, toutes sortes de belles grosses questions aussi qui viennent avec ça. C'est pas mal ça, 11h10, je suis pas mal dans mes temps. J'espère que c'est intéressant, j'espère que vous avez des questions, interventions, commentaires et tout ça. Puis, voilà, merci.